Nous avons, je crois, un temps suffisant pour envisager quelques questions et réponses. Est-ce qu'il y a des questions et est-ce qu'on a un micro à faire passer ? Merci beaucoup pour ces très riches interventions. J'aurais deux questions à poser aux différents intervenants. La première, peut-être que ça s'adresse plutôt à vous, Madame Badevant-Gonnet, c'est une question sur le fait qu'au fond, l'État récupère des institutions religieuses et, me semble-t-il, intègre des préoccupations qui sont spécifiquement étatiques. C'est par exemple dans le cas du blasphème, on prend une institution, enfin une défense religieuse, et on lui intègre une dimension de protection de l'ordre public, etc., etc. Dans cette lecture, comment lire les différents actes étatiques qui ont été réalisés à propos du protestantisme en France, à propos en particulier de l'édit de Nantes et surtout de sa révocation? Comment peut-on inscrire un tel acte dans cette lecture? Est-ce que dans cet acte, il est fait plutôt mention d'une préoccupation strictement religieuse? Dans ce cas-là, le souverain se présenterait plutôt comme le garant des intérêts d'une communauté religieuse, ou est-ce qu'il est plutôt fait mention de préoccupations d'ordre politique, civil, liées éventuellement aux troubles que le culte protestant pourrait provoquer dans le Royaume de France? Et la deuxième question, ça s'adresse plutôt à Gilles Vain. Votre analyse que vous faites sur la sanctification du pouvoir, est-ce que c'est une analyse qui est propre au contexte normand, ou est-ce que c'est quelque chose que l'on pourrait faire dans d'autres contextes, en particulier pour la légitimation de la monarchie en tant que telle? Voilà. Xavier, je vous laisse tranquille pour l'instant. Je pense que là encore, il y a éventuellement mélange des deux. La révocation de l'édit de Nantes, d'abord, la révocation de l'édit de Nantes, elle est précédée de toutes les mesures de brimade, et la révocation de l'édit de Nantes, ce n'est que l'aboutissement, et il est révoqué avant, si je puis dire. Mais ce qui est invoqué de façon fausse, c'est qu'il n'y a plus de protestants. Bon, c'est faux. Ce qui est invoqué, c'est que, enfin, de façon un peu plus profonde, c'est que l'unité du royaume de France et des sujets de France implique unité religieuse. Donc là, on peut peut-être y voir un motif religieux, mais je reviens à la question précédente. Pourquoi est-ce que l'unité religieuse est, pour Louis XIV ou ses conseillers, le fondement de l'unité du royaume pour des mesures d'ordre public? Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a encore communication, là. Hein. Je crois. Combien d'heures ai-je pour répondre? Non, pour être extrêmement succinct, en fait, nous sommes dans la Normandie des Xe et XIe siècles, en tout cas à la charnière de l'an 1000, nous sommes à la convergence de deux traditions. Une tradition qu'on pourrait appeler le césaropapisme, puis qui a été d'une certaine manière relayée par les Carolingiens sous le règne de Charlemagne. Je renvoie aux ouvrages, aux écrits d'Alcuin, etc. Et puis une tradition qui n'est pas tellement éloignée, il y a des passerelles. Une tradition, mais qui est temporellement ou chronologiquement plus proche, qui est une tradition anglo-saxonne, et qui, là, pour le coup, ne fait pas naître seulement l'idée d'un roi chef de son église, d'une certaine manière, mais d'un véritable roi thaumaturge. C'est la légende de Saint-Edmund, qui a été d'ailleurs composée par Abbon de Fleury et donc transmise finalement sur le continent. Et notre Dudon de Saint-Quentin, il se trouve à la charnière de ces multiples traditions. Alors il en fait ce qu'il peut, parce que faut pas non plus exagérer, hein, c'est pas un penseur comme peut l'être, ou un esprit comme peut l'être Gerbert de Reims, et donc parfois il manipule mal le matériau intellectuel qu'il a, ou culturel qu'il a sous la main. Mais en même temps, il essaye de dresser un portrait intéressant, parce que finalement de ce portrait, où ce portrait va constituer un soubassement idéologique,
sur lesquels progressivement les ducs normands des XIe et XIIe siècles vont finalement ajouter, règne par règne, leur propre pierre, pour finalement essayer de dresser un modèle tout à fait original, mais qui pourra servir de modèle à la monarchie capétienne, une fois que finalement que la Normandie aura été récupérée. Alors, quand on parle de modèle ou d'exemple qui a pu exercer, par exemple, le système institutionnel anglo-normand, on pense souvent aux baillis, sénéchaux, etc. Mais il n'y a pas que ça. Et il y a aussi tout un décorum idéologique, un plan idéologique qui a été entamé justement à la charnière de l'an 1000 et poursuivi, et c'est là toute l'originalité de cette tradition normande, entamée par du nom de Saint-Quentin, mais poursuivie par toute l'historiographie normande ou anglo-normande jusqu'à la fin du XIIe siècle. Vous relisez Robert Vasse, éminemment célèbre à la cour d'Henri II de Plantagenet, et ben, son soubassement, le cœur même de sa légende de la dynastie ducale, c'est du nom de Saint-Quentin. Vous relisez Guillaume de Jumièges avant lui, ou Ordéric Vital, d'une certaine manière, c'est aussi cela. Et donc, quelque part, on est vraiment au creuset de toute une approche originale du pouvoir, où le duc est finalement véritablement à la frontière des genres temporels et spirituels. Je vais enfoncer la question. Est-ce que, dans le cadre de la monarchie française, ces idées anglo-normandes ont eu une influence, à votre avis ? C'est là-dessus tout le travail que Kantorowicz a réalisé dans les deux corps du roi. Oui. Et en effet, dans la première moitié du XIIe siècle, il y a une véritable réactivation, d'abord à la cour de Londres, de justement ce creuset des rois thaumaturges, et puis parce qu'il y a des échanges culturels, il y a ensuite eu, alors là c'est le travail de Marc Bloch, etc., il y a ensuite eu une très large influence sur la cour capétienne. Et oui, d'une certaine manière, l'idéal des rois thaumaturges peut dériver d'une certaine façon, je dis bien d'une certaine façon, peut dériver d'une certaine façon de la tradition anglo-normande. Très bien, je vous remercie. J'avais une petite question également pour Madame Badvan-Godmet. Vous avez parlé de la question du mariage. Vous avez précisé que dans la religion protestante, il s'agissait d'un contrat et pas d'un sacrement. Et nous parlions justement hier du mariage musulman, qui est lui aussi un contrat et pas un sacrement. Est-ce qu'au moment où le mariage civil naît, est-ce qu'il est nécessairement, est-ce qu'il s'agit d'un choix? Est-ce qu'il doit déjà nécessairement précéder un éventuel mariage religieux? Alors, vous dites moment où le mariage civil naît, c'est-à-dire en France, dans les... Oui, autres... là, c'est la loi de 1792 qui, effectivement, détache le mariage. Bon, en 1792, quand même, on n'est plus très pour le mariage qui ne se célébrerait que à l'Église, donc qui détache le mariage, qui en fait une institution civile, mais cette fois, justement, par opposition, par séparation avec toute institution religieuse. Oui. Donc il doit précéder déjà... Alors, oui, il doit précéder dès la loi de 1792 sur ce point, pas sur tous, mais sur ce point, est totalement reprise par le Code civil de 1804. Mais ce mariage civil ou religieux, dans beaucoup d'États encore aujourd'hui, les mariages religieux peuvent avoir des effets civils, bon, en Italie et dans beaucoup d'États, mais Canada, effectivement, en France, à partir de 1792, la séparation est faite de façon absolue. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Mesdames, Messieurs, excusez-moi, mais je n'avais pas prévu de parler, mais dans la mesure où l'effectif n'est pas très grand au niveau des participants, modeste comme je suis, par rapport aux interventions que j'ai entendues, je voulais quand même faire part de quelques réflexions ou remarques que je me suis posées à la suite ou pendant l'intervention de chacun et dans la perspective dite positive de votre réflexion sur le sujet abordé. Alors, bon, j'étais surpris par rapport au sujet sur la Normandie, pour commencer, qui m'a amené à d'autres réflexions, parce qu'en plus, la période évoquée n'a pas forcément, par rapport à l'auteur de référence que vous avez cité et que vous avez développé, n'a pas été dans le cadre, j'allais dire, comme disent les spécialistes de l'histoire ou même des textes, dans le contexte historico-critique de l'époque. C'est-à-dire que l'auteur, il est inévitablement, même si le terme est inapproprié, c'est une forme d'apologétique située dans son temps, c'est-à-dire qu'il défend
une approche qui est la sienne, mais qui n'est pas forcément celle qui explique tout le contexte de l'époque, qui était hyper conflictuel, d'abord avec la France, toutes les questions, toutes les régions côtières, avec la France. Et bon, c'est pas simple, parce qu'après, vous avez parlé de l'environnement, mais bien plus tard, mais les rapports avec la Bretagne, le duc d'Anjou, et puis tous les ducs du Nord, n'étaient pas simples. Et je passe sur le royaume de France, y compris après le traité de Saint-Clair-sur-Epte. Bon, je voulais dire que c'est un contexte hyper compliqué, conflictuel, dans lequel il y avait des rapports de force qui se sont établis. Bon, vous connaissez l'histoire des Vikings, etc., avec le Royaume-Uni. Bon, je ne vais pas poursuivre, ce n'est pas mon sujet. C'est par hasard que je réagis, parce qu'effectivement, ce qui m'a frappé dans votre texte, c'est, je n'y avais pas pensé, mais c'était tel que c'était exprimé, c'est la révélation de Rollon. Il a une inspiration, une révélation, si je puis dire, qui a conduit à son baptême, selon la version de l'auteur cité. Mais bon, comme par hasard, quand vous faites une approche évolutionniste de l'histoire de la France, voire de notre société européenne, combien ont eu des révélations avant lui, qui ont été traduites sur le plan politique? Vous avez notre fameux Clovis, si je puis dire, qui est interprété à sa façon. Mais avant Clovis, nous avions un autre cas qui mériterait d'être développé, notamment de la part des historiens, dans le contexte qu'on a rappelé rapidement. C'est quand même la conversion la révélation de Constantin. Et ensuite, le traité de Milan, etc., et tout ce qu'il en a suivi. Et comme par hasard, dans l'histoire de l'Église catholique, qui était unique, universel en son temps, eh bien, c'est la valorisation de l'évêché qui a émergé à Rome, grâce à Constantin. Bon, il a mis du temps pour faire valoir toutes les conséquences de sa conversion, mais je m'arrête là, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, par rapport à notre tradition dite latine, l'héritage romain, ben, je pense qu'il y a un autre héritage romain par rapport à l'évolution du christianisme latin et dans les pays dits latins, parce qu'effectivement, là, il y a beaucoup de choses qui pourraient être comparées. Et je passe encore... je ne veux pas revenir sur la Normandie, mais quand vous remettez ça dans le contexte, quand vous avez commencé à parler de Guillaume, du célèbre Guillaume, le futur roi d'Angleterre, il était quand même dans un contexte hyper conflictuel, et comme par hasard, avec qui ? Avec l'évêque de Rome, avec le pape. C'était quasiment la période de la scission avec l'orthodoxie, mais d'accord, mais qui est venue, c'est pas tout à fait concomitant, il y a une différence. Mais en même temps, c'est conflictuel, parce que les Vikings, ils étaient où? Ils étaient aussi en bas, en Méditerranée. Ils embêtaient la péninsule, la botte italienne, et puis ils s'embêtaient Rome. Bref, il y a un contexte hyper politisé et conflictuel bon, qui m'est venu à l'esprit, mais c'est surtout l'histoire de la conversion. Conversion, parce que celle-là, elle est problématique, parce qu'elle a été... c'est pas la première, c'est ça que je veux dire, dans l'histoire de notre évolution politique avec la monarchie et tout ce que vous avez pu dire avec le droit divin qui en a découlé. Bon, je m'arrête là sur cette question. Après, j'aurai d'autres questions sur les autres intervenants. Excusez-moi, je serai plus bref. Allez-y, bien sûr, bien sûr. En 2 petites secondes. Oui, Alors, oui. Tout d'abord, sur le précédent de Constantin, il va de soi que ça constitue, c'est ce qu'on appelle un exemplum dans la tradition culturelle médiévale, et donc forcément, eh bien, les auteurs s'inspirent des auteurs qui les ont précédés, et il est possible, ça n'est pas une obligation, mais il est possible en effet que Dudon ait lu Eusèbe de Césarée. C'est pas une obligation. Cette tradition, elle a très largement été manipulée et reprise par les doctes carolingiens. Donc il suffit qu'il ait lu quelques manuscrits qui viennent de Laon ou qui viennent de Reims pour avoir connaissance de cette tradition. Mais si vous me passez la formule, ça ne casse pas finalement 3 pattes à un canard, parce qu'au même moment, Gerbert de Reims, qui va être Sylvestre II, va appeler l'empereur de Germanie nouveau Constantin. Donc finalement, on est toujours là dans cette espèce de rebondissement perpétuel de l'exemplum de Constantin et de la révélation du Labarum. Je me permets simplement, en termes de contextualisation, de préciser le Guillaume auquel je faisais allusion dans le texte de Dudon, c'est Guillaume Longue-Épée, et qui n'est pas du tout Guillaume le Conquérant. Hein, Guillaume le Conquérant. Non, mais voilà, on est environ un siècle avant la naissance de Guillaume le Conquérant. Donc c'est pas le même Guillaume du tout. J'aurais peut-être dû le préciser. Mais l'époque à laquelle Dudon écrit, c'est ce qu'on pourrait
sans vouloir galvauder une émission télévisée, appeler une parenthèse enchantée. Parce que c'est à peu près le seul moment où on est à la charnière des années 990 et 1010, le seul moment où la Normandie est quasiment heureuse avec tous ses voisins. Les relations avec la Flandre se sont apaisées, les relations avec le roi de France à l'Est sont au diapason, avec la Bretagne, il y a des mariages, etc. Avec l'Angleterre, tout va pour le mieux, les rois d'Angleterre et les ducs de Normandie se sont rabibochés. Et finalement, il n'y a qu'au niveau du sud-est de la Normandie, avec la maison de Blois, que ça tiraille un petit peu. Mais finalement, c'est d'une certaine façon une parenthèse où tout va pour le mieux. Et donc, c'est le contexte justement extrêmement favorable pour pouvoir dynamiser tout un plan d'équipement idéologique au profit de la dynastie ducale. Voilà, je m'interromps. Oui. Non, mais nous sommes d'accord. Excusez-moi, j'ai mal compris. Je pensais qu'à la fin, vous parliez d'Aude Guillaume aussi, mais la période évoquée vraiment était très courte dans l'histoire, la paix en Normandie. Après, c'était hyper conflictuel avec les voisins. Hein. Enfin, je passe sur la guerre avec l'Angleterre. Enfin, oui, c'est une courte période, c'est ça que je voulais dire. Non, mais c'était surtout la révélation et la dimension politique, si je peux employer ce terme, entre princes et religion. C'est-à-dire qu'on a pris en compte les deux. La France a fait quand même, enfin le roi de France avait quand même fait une forte pression pour qu'il y ait la conversion. Enfin, ils avaient quand même aussi eu un. Je ne sais pas. Il y a un jeu là qui a. Non, je ne sais pas. Très honnêtement, écoutez, je ne sais pas. Quand vous lisez les sources, que ce soit des sources, j'allais dire franques, voire même des sources anglo-saxonnes sur les rapports entre les Vikings et les Francs, ou en tout cas avec les populations conquises, on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus éloigné des schémas traditionnels qui sont institués que finalement confronté à ce que les anthropologues appellent un processus d'acculturation. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ok, c'est très bien de se taper dessus, mais en même temps, c'est aussi pas mal de faire des échanges politiques, de faire des échanges commerciaux, etc. Sauf que eux sont païens, nous on est chrétiens, ça serait quand même sympa qu'on soit un peu au diapason spirituel les uns les autres. Bon, alors il y a différentes étapes, il y a la primas ignatio, puis la conversion totale, le baptême, etc. Mais ces relations, elles ont existé entre les Francs et les Vikings depuis la naissance même depuis les premiers contacts entre les Vikings et les Francs. Et là, on est quasiment un siècle avant la naissance de la Normandie. La naissance de la Normandie, Rollon, le Saint-Clair-sur-Epte, bref, la légende, c'est l'aboutissement ultime d'un processus qui a été engagé près de 70 ou 80 ans auparavant. Bien. Alors, le passage au christianisme, c'est pas simple non plus, parce que, enfin, bon, je vais même pas continuer dans votre direction, mais le mariage à la danoise, on pourrait en parler, parce que, enfin, voilà. Le mariage à la viking, ça n'a rien à voir avec le mariage dont vous parliez. L'heure tournant, si vous voulez bien, je voulais juste encore faire une remarque pour une autre. Écoutez, non. Très brièvement, pour laisser jusqu'à une dernière question. C'est par rapport à la sécularisation qui a été abordée. J'ai bien compris, mais quand on en a parlé à l'ère moderne, et surtout par rapport aux deux auteurs dits sociologues qui sont aussi à l'origine des théologiens protestants, eh bien, il y a quand même une différence. C'est-à-dire que c'est toute la suite du mouvement à caractère socio-culturel qui, notamment après Nietzsche, etc., la mort de Dieu, donc c'est la chute des valeurs chrétiennes qui a été traduite ensuite dans ce courant dit sociologique, entre guillemets, de sécularisation. C'est un peu différent, et, me semble-t-il. Hein, c'est comme ça qu'on en a parlé, notamment dans les années 60. Hein. Je ne vais pas maintenant citer des auteurs, mais la sécularisation, c'est un phénomène qui n'est pas tout à fait celui que vous avez évoqué en tant que jury, si je puis dire les choses comme ça. J'ai évoqué les sources d'histoire du droit du XVIe, XVIIIe. Non, mais comme vous avez fait référence aux autres... Quand j'ai fait référence à Willem ou Bobéro, je crois aussi avoir évoqué leur doctrine. Mais leur doctrine évolue aussi. Leur doctrine évolue. Ils écrivent beaucoup et leur doctrine évolue. Oui. Écoutez... Oui, c'est par rapport aux protestants. C'est bien que vous avez fait des comparaisons. Moi, je suis de Strasbourg, alors je suis dans un endroit où on compare et on voit les différences entre les approches dites françaises par rapport à celles qui existent ailleurs. C'est vrai que, et vous ne l'avez pas dit, par rapport à la séparation de l'Église et de l'État, et en plus il y a eu des commémorations il n'y a pas longtemps en Suisse, et notamment à Genève, c'est quand même à Genève que la séparation a été la première fois affirmée. Mais ça, je pense qu'on en reparlera cet après-midi. Dans les autres cantons qui ont passé au protestantisme. Et la notion de cléricalisation, il faut la nuancer. Si vous voulez bien, on va conclure, parce qu'on n'aura chez les pas le temps protestants, de... les clercs, ça n'existe pas. Il faudrait en discuter. Et alors, non, mais je veux dire que... Excusez-moi.
Non, mais par rapport à la laïcité, etc. C'est-à-dire que, bon, il y aura beaucoup de choses à dire sur les amorces dites démocratiques, même Oui. quand vous parlez des luthériens, il y avait quand même les logiques synodales, etc. Et je ne veux pas parler du statut local sur lequel j'aurai aussi des choses à dire par rapport à l'Alsace. Oui, Excusez-moi. oui, mais je n'avais pas l'intention Madame, de nous sommes traiter 20 siècles en un quart d'heure avec toutes les Ah bah. religions. Alors, vous aviez une question peut-être pour conclure Éventuellement, Excusez-moi. j'aurais éventuellement une petite question très ponctuelle cette fois à Xavier Godin. Il y a un arrêt du Parlement de Bretagne de 1682 qui... Sentence des commissaires réformateurs, c'est-à-dire en première instance. Oui. Et alors, leur argument consiste à dire que les évêques tiennent leur pouvoir de Dieu et du Saint-Siège Oui. pour isoler le roi par rapport aux évêques. Oui. Mais bon, un autre argument consiste à dire que les évêques tiennent leur pouvoir de Dieu et du roi, Et du roi, oui. ce qui permet aussi de les mettre en dessous, mais ce qui permet à la France de se distancer du Saint-Siège. Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas développé. Oui, mais on trouve un peu voilà. les deux. On trouve les deux. Oui, Oui, C'est-à-dire d'accord. on met bien les choses à leur place, et c'est pour ça qu'on veut bien distinguer en disant le roi a la grâce de Dieu, les évêques ont la miséricorde de Dieu. Oui. Et on veut bien Ouais. distinguer. Et l'évêque, alors il y a toute une série d'arguments. De toute notamment- façon, c'est le conflit Oui, que le voilà. Concile de Trente avait refusé de Voilà, trancher, tout à fait, et oui, qui oui. n'est toujours Je pas l'ai tranché en évoqué, mais effectivement, 1682. il y avait des Ouais. choses, Oui, à oui. faire. Voilà. Merci. Merci. Bien, je vous invite à vous diriger vers l'Agora, vers le restaurant l'Agora, pour le déjeuner.